Aujourd'hui, je vous emmène dans un grand voyage à travers le temps. Un voyage de 4,6 milliards d'années dans le passé jusqu'à nos jours pour assister aux grandes étapes de la formation du système solaire. Alors attachez votre ceinture, le voyage s'annonce plutôt mouvementé. Si vous observez régulièrement le ciel nocturne, vous avez sûrement dû remarquer que les planètes du système solaire sont toutes relativement alignées sur le même plan. Et vous avez sûrement dû vous dire que bon, c'est normal vu que les planètes orbitent tout autour du Soleil. Mais pourquoi dans un plan, et pas dans tous les sens? Eh bien c'est la question que se sont posées indépendamment les philosophes Emmanuel Kant et Pierre-Simon de Laplace il y a plus de 200 ans. Selon eux, cette configuration particulière serait due à l'histoire même du système solaire. Dans une expérience de pensée restée célèbre, ils ont imaginé qu'il y a bien longtemps, un nuage de gaz et de poussière en rotation, une nébuleuse primitive, se serait effondré sur lui-même sous l'action de sa gravité. En s'effondrant, ce nuage aurait pris la forme d'un disque, qu'on appelle aujourd'hui un disque protoplanétaire, et aurait fini par former naturellement notre Soleil et son cortège de planètes. Pendant plus d'un siècle, l'hypothèse de la nébuleuse primitive de Kant et Laplace a été débattue puis passée de mode. Après tout, à l'époque, on n'avait aucune observation qui permettait de la confirmer ou de la rejeter. Jusqu'au jour où, à la fin des années 60, le physicien soviétique Viktor Safronov la remet au goût du jour et pose les bases théoriques sur lesquelles se base aujourd'hui notre compréhension de l'histoire du système solaire. Théorie qui sera plus tard raffinée grâce aux premières observations de systèmes stellaires en formation. Vous voyez ces taches sombres qui apparaissent quand on zoome suffisamment dans la nébuleuse d'Orion avec le télescope Hubble? Et ouais, ce sont des disques protoplanétaires. Et aujourd'hui, armés de nos meilleures simulations informatiques et de nos observations les plus précises, on peut enfin se permettre d'esquisser avec confiance les grandes lignes de l'histoire du système solaire. Cette histoire, elle commence à l'intérieur d'une immense nébuleuse de gaz et de poussière interstellaire, à la banlieue de notre galaxie. Un voyageur qui se balade dans cette nébuleuse pourra y voir des régions qui contiennent légèrement plus de matière que d'autres. Et il y a environ 4,6 milliards d'années, l'une de ces régions, probablement perturbée par l'explosion d'une étoile voisine, s'est mise à s'effondrer sur elle-même sous l'effet de sa gravité. Et c'est ce fragment de nébuleuse qui va devenir notre système solaire. En s'effondrant sur lui-même, le nuage se met à tourner de plus en plus vite, de la même manière qu'une patineuse artistique tourne plus vite sur elle-même lorsqu'elle replie ses bras. Et comme une boule de pâte à pizza quand on la fait tourner dans les airs, le nuage de gaz va se mettre à s'aplatir et à prendre la forme d'un disque, le fameux disque protoplanétaire. Au centre du disque, la matière s'accumule, ce qui a pour effet d'augmenter la température petit à petit. Et quand la température finit par atteindre plusieurs dizaines de millions de degrés, les atomes vont se mettre à fusionner entre eux, ce qui dégage une énergie phénoménale. Une étoile va s'allumer. C'est la naissance de notre Soleil. Le jeune Soleil est gourmand. Pendant des millions d'années, il n'aura de cesse d'aspirer une grande partie du gaz autour de lui. Résultat, la masse du Soleil représente aujourd'hui plus de 99,8% de la masse du système solaire. Comparé à ça, les 8 planètes ne représentent que des miettes que notre étoile n'a pas pensé à nettoyer. Mais revenons dans le passé. À sa naissance, le disque protoplanétaire est rempli de grains de poussière éparpillés un peu partout. Mais peu à peu, ces grains vont collisionner entre eux et sous l'action des forces électrostatiques vont s'agglutiner pour former des moutons de poussière de quelques centimètres. Ces moutons vont ensuite fusionner entre eux pour donner des agrégats de plusieurs kilomètres qu'on appelle des planétésimaux. À partir de là, c'est la gravité qui prend le relais et qui permet aux planétésimaux de grandir en se tapant les uns dans les autres. Plus les planétésimaux sont gros et plus ils attirent leurs voisins vers eux. Et ce sont ces agrégats de planétésimaux qui vont constituer le cœur des planètes. Le truc avec le disque protoplanétaire, c'est que plus on s'éloigne du Soleil et plus il fait froid. Et au-delà d'une certaine distance critique, il va faire si froid que des cristaux de glace d'eau vont pouvoir se former. Cette distance critique, on l'appelle la ligne de glace. Au-delà de la ligne de glace, la matière sous forme solide est beaucoup plus abondante que dans le voisinage du Soleil. C'est donc là que vont se former les cœurs des futures planètes géantes du système solaire. Ces cœurs vont ensuite s'envelopper d'une couche de gaz provenant de leur voisinage, ce qui va creuser d'immenses sillons dans le disque protoplanétaire. Ces sillons, on peut d'ailleurs les voir très distinctement dans cette image spectaculaire réalisée en 2014 par le réseau d'antennes ALMA, basé au Chili. Sur cette photo de jeune disque protoplanétaire, qui est l'une des plus détaillées qu'on ait à ce jour, chaque anneau représente le passage d'une planète en formation. Mais pendant cette phase, les planètes ne restent pas sagement dans leur orbite. Comme le gaz du disque protoplanétaire tombe vers l'étoile, il entraîne dans sa course les planètes qui interagissent avec lui, ce qui a eu pour effet pendant un moment de rapprocher Jupiter et Saturne du Soleil. On parle de migration planétaire. Plus la planète est massive, et plus cette migration sera rapide. C'est ce phénomène de migration planétaire qui nous permet d'expliquer aujourd'hui pourquoi on trouve, dans la majorité des systèmes d'exoplanètes connus, des planètes géantes qui orbitent très près de leur étoile, et qu'on appelle aujourd'hui des Jupiters chauds.
Dans notre système solaire, on a de bonnes raisons de penser qu'avant la formation des planètes rocheuses, Jupiter aurait migré pas très loin de l'orbite actuelle de Mars, ce qui pourrait expliquer la petite taille de la planète rouge à l'heure actuelle comparée à la Terre. Si Jupiter en était resté là, le système solaire aurait certainement été très différent. Mais alors qu'est-ce qui a fait repartir la planète géante? Une réponse plutôt prometteuse a été apportée en 2011 dans une étude publiée dans la revue Nature. Selon ce qu'on appelle depuis le scénario du Grand Tac, ce serait l'influence de la gravité de Saturne qui, par des jeux d'orbite complexes, aurait poussé Jupiter à migrer vers l'extérieur du système solaire. Cette période de migration aura pour effet d'éjecter dans tous les sens la plupart des corps rocheux présents dans les parages. Les survivants de ce jeu de billard cosmique vont alors s'établir dans une orbite stable et vont former la ceinture d'astéroïdes qui réside aujourd'hui entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Mais ce n'est pas tout, il manque un dernier chapitre à cette histoire. Et pas des moindres. Ce chapitre a été proposé en 2005 par une équipe de chercheurs de l'université de Nice, dans un modèle qui fait plutôt consensus et qu'on appelle, de manière plutôt appropriée, le modèle de Nice. Ce modèle raconte qu'à partir du moment où le gaz a été complètement dissipé dans le disque protoplanétaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, les 4 planètes géantes, étaient plus près du Soleil et surtout beaucoup plus proches les unes des autres qu'aujourd'hui. De plus, elles étaient encerclées par un anneau de planétésimaux de roches et de glace qui constituait la partie externe du système solaire. Des planètes aussi massives, aussi proches les unes des autres, c'est un peu comme la promiscuité forcée entre parfaits inconnus dans une télé-réalité. Ça ne peut pas rester stable longtemps. Et ça n'aura pas manqué, l'effet de leur gravité mutuelle a fini par déstabiliser complètement leurs orbites. Uranus et Neptune ont alors été envoyés dans l'anneau de planétésimaux, ce qui a créé un énorme chaos dans cette partie du système solaire. La quasi-totalité des planétésimaux de l'anneau a été éjectée dans toutes les directions, et notamment vers la Terre, qui était formée depuis un moment déjà. Cette période de chaos, qui a eu lieu il y a environ 3,9 milliards d'années, on l'appelle le grand bombardement tardif. Un bombardement si violent que ses traces sont encore visibles tous les soirs à l'œil nu. C'est en effet à lui qu'on doit les nombreux cratères de la Lune. À la suite du grand bombardement tardif, les planètes géantes ont fini par rejoindre leurs orbites actuelles. Quant à la majorité des planétésimaux éjectés, on les retrouve aujourd'hui dans une immense sphère qui entoure notre système solaire et qui constitue ce qu'on appelle le nuage d'Oort. Cet immense nuage de gaz et de roches est d'ailleurs la source de pas mal de comètes qui viennent nous visiter régulièrement. Reconstruire avec autant de détails plus de 4 milliards d'années de l'histoire du système solaire, c'est l'une des prouesses de l'astronomie moderne. Mais cette prouesse ne va pas sans son lot de problèmes à résoudre. Parmi ces problèmes, les astronomes comprennent encore mal par quel mécanisme des moutons de poussière de quelques centimètres ont pu s'agglutiner pour former des planétésimaux. En effet, lorsqu'on fait collisionner des moutons de poussière, ils ont plutôt tendance à se désagréger qu'à se coller entre eux. Il s'agit aussi d'adapter ce scénario global, qui marche pas mal pour notre système solaire, pour tenter de comprendre l'incroyable diversité des systèmes d'exoplanètes qu'on découvre. Mais ça, comme d'habitude, ça demande toujours plus d'observations, de simulations informatiques et d'exploration de notre voisinage cosmique. En attendant, n'hésitez pas à liker et à partager cet épisode et à vous abonner à String Theory pour ne rien rater des dernières nouvelles du cosmos.